Le réseau autoroutier de la région parisienne comprendra, lorsqu'il sera achevé, un ensemble d'autoroutes radiales reliées entre elles par un système de rocades dont le boulevard périphérique fait partie. En 1965, la partie existante de ce réseau comprenait l'autoroute de l'Ouest A13, l'autoroute du Sud A6, reliée directement au tronçon sud du boulevard périphérique. 1966 a vu la mise en service d'une troisième autoroute, l'autoroute du Nord A1 et du tronçon du boulevard périphérique la desservant. Cette autoroute a un caractère d'autoroute urbaine dans la section Paris-Saint-Denis, comprise entre l'échangeur de la porte de la Chapelle et celui de la porte de Paris à Saint-Denis. L'échangeur de la porte de la Chapelle relie la voirie locale et le boulevard périphérique de Paris à l'autoroute A1 et à ses voies latérales. Le fonctionnement de cet échangeur se conçoit mieux à l'aide de tracés de couleurs différentes. Nous voyons en vert la voirie locale parisienne. En jaune, le boulevard périphérique. En bistre, les voies latérales de l'autoroute. En rouge, les liaisons boulevard périphérique, autoroute, autoroute, boulevard périphérique, autoroute, voirie locale. En violet, les liaisons voirie locale, boulevard périphérique. À 3 km au nord, l'autoroute, obliquant vers l'est, franchit le canal Saint-Denis et l'échangeur de la porte de Paris. Cet échangeur comprend les voies latérales à l'autoroute prolongées jusqu'au carrefour de la porte de Paris, où elles rejoignent la voirie locale. Des voies de liaison entre l'autoroute et la RN 310A, qui dessert le nord-ouest de Paris, plus une boucle vers la voirie locale. Au sud du canal, le chemin départemental 29 bis a raccordé sans cisaillement aux voies latérales de l'autoroute. Le présent film, intitulé Autoroute A1, section Paris-Saint-Denis, présenté par le service des ponts et chaussées de la Seine et la Société européenne d'entreprise, anciennement Grey SA, retrace la construction de la section urbaine de l'autoroute entre les deux échangeurs. Cette construction fut plus exactement l'aménagement de la route nationale 1 qui porte le nom avenue du président Wilson dans la section Paris-Saint-Denis. Le survol de cette avenue longue de 3 km va montrer les obstacles qui impliquèrent de construire l'autoroute en tranchée, alors que les échangeurs le seront en élévation. À la porte de la Chapelle, l'emplacement du futur échangeur est limité par les installations existantes de la SNCF. L'avenue du président Wilson est traversée à niveau par 4 routes importantes, dont l'une, la rue du Landy, a un trafic de 15 000 véhicules jour, et par une ligne de chemin de fer qui dessert la zone industrielle de Saint-Denis. En outre, 3 ponts traversent cette avenue, dont le pont de Soissons, sur lequel passent 4 lignes de chemin de fer à gros trafic, et le pont du Gaz, qui relie les usines du Cornillon et du Landy, installées plus au nord de chaque côté de la RN1. Obstacle aérien, supprimant toute possibilité de construire l'autoroute en élévation. Ces conditions imposèrent de creuser sur une longueur de 2,5 km au centre de l'avenue
large de 65 mètres, une tranchée de 35 mètres de largeur utile et de 6 mètres de profondeur minimum, ouverte sur sa plus grande longueur et couverte dans les deux zones où la vie urbaine est la plus intense. La densité de la population, l'importance des usines installées le long de la RN1, la saturation des routes voisines, impliquèrent de conserver, malgré les travaux, le trafic routier sur la RN1, qui pourtant, dans cette même période, passera de 35 000 à 40 000 véhicules jour. Ce trafic fut maintenu grâce à des séries de déviations créées entre l'ancienne chaussée centrale de la RN1 et les chaussées latérales nouvellement construites. Des chantiers successifs permirent ainsi de construire les murs de soutènement encadrant la chaussée, puis les voies latérales et les ouvrages de franchissement de cette tranchée, dont un schéma va maintenant indiquer les dispositions générales. On voit ainsi, à sa sortie de l'échangeur, l'autoroute s'enfoncer au-dessous des voies latérales dès le pont Inguerlot. Un pont, puis une dalle de 100 mètres de long la recouvre, supportant un parking et la voie ferrée industrielle. Des parkings, construits en console, au-dessus de l'autoroute, bordent les voies latérales jusqu'au souterrain du Landy, long de 360 mètres. La dalle de couverture de ce souterrain supporte au centre 9 colonnes, servant d'appui au pont de Soissons. Colonnes autour desquelles s'établit la circulation du carrefour de la rue du Landy. Elle est prolongée par 2 zones de paralume et supporte également un square et 2 parkings. L'autoroute passe ensuite sous le pont Francis de Pressensé, sous le pont et sur le souterrain qui relie les usines à gaz. Elle rejoint alors les voies latérales, puis remonte pour franchir le CD 29 bis, le canal et l'échangeur de la porte de Paris à Saint-Denis. La place manquait sur la RN1 pour toutes les installations de chantier. La centrale à béton a donc été installée sur une berge du canal Saint-Denis, simplifiant ainsi les problèmes de transport des agrégats. Cette centrale a fourni les 96 000 mètres cubes de béton nécessaires à la totalité de l'ouvrage. Des trucks mixeurs les ont transportés sur l'ensemble du chantier. Les travaux débutèrent par la construction des murs de soutènement. Préalablement à la construction de ces murs, limitant la future tranchée de l'autoroute, et pour permettre l'établissement des voies latérales, les arbres de l'avenue furent abattus. Et les canalisations reportées en dehors des emprises de cette tranchée. À cette occasion, l'ensemble des réseaux fut modernisé et un égout supplémentaire fut construit pour assainir l'autoroute. En raison de la proximité des ouvrages souterrains, les murs de soutènement sont construits en fouilles blindées. Pour réduire la largeur de cette fouille, le mur comporte à faible profondeur une chaise arrière de stabilité. Une avant-fouille est ouverte jusqu'à ce niveau. On creuse ensuite la fouille en tranchée. Son blindage sert de coffrage à l'arrière du mur. La semelle est coulée sur un béton de propreté. Le mur est construit en 3 phases. Première phase, le coffrage est ancré sur la semelle. Deuxième phase, le coffrage est ancré sur l'élément coulé en première phase. Troisième phase, le coffrage s'appuie sur l'élément coulé en deuxième phase et sur le bord de la tranchée.
On remblait ensuite le mur au-dessus de la chaise de stabilité. On construit la chaussée latérale et les parkings des murs consoles. Ainsi apparaît l'ouvrage terminé. Isolé de la circulation automobile par une barrière de protection, un chargeur à pneus creuse l'avant-foule. La tranchée, elle, est creusée par une pelle dont le bras de forme particulière peut atteindre une profondeur de 8 mètres. Deux pelles semblables permettent pour chaque mur un avancement simultané de 10 mètres par jour. Le terrain, constitué par des marnes avec passage rocheux, se prête généralement au dressage vertical des parois de la tranchée. Celle-ci doit néanmoins être blindée. Un blindage provisoire suit au plus près le terrassement. Il permet l'exécution en toute sécurité du blindage définitif, lequel est constitué par des fers HN verticaux espacés de 1,50 m. Ces fers sont mis en place et calés, puis serrés contre le terrain par des étais métalliques, capables de supporter chacun 5 tonnes. Des planches en béton armé de 4 cm d'épaisseur sont introduites entre les ailes des fers HN. À l'arrière des planches, un béton poreux bloque l'ensemble du blindage contre le terrain, tout en permettant le drainage. Le coffrage de la partie verticale des murs est métallique. La fixation du coffrage de première phase sur la semelle se fait par des tiges filetées vissées dans des trous ménagés à cet effet. Sa verticalité est assurée par le réglage des vérins à vis, agissant à l'extrémité du support en contact avec la semelle. À la partie supérieure de ce coffrage, des tiges filetées réserveront les trous d'ancrage du coffrage de deuxième phase. Tous ces coffrages sont constitués de panneaux élémentaires identiques, assemblés en éléments de dimension déterminée pour faciliter leur descente et leur utilisation dans les fouilles blindées. Chaque phase de mur réalisée permet la diminution du nombre des étais, ce qui rend plus aisé le passage et la rotation des éléments de coffrage de deuxième phase. Ceux-ci sont également fixés par des tiges d'ancrage sur le béton coulé en première phase. Le bétonnage est continu pour chaque phase. Le béton est déversé directement dans les goulottes à partir du truck mixeur qui le transporte. On réalise de même la troisième phase des murs sans console et des murs de souterrain. La troisième phase des murs console est également coulée sur coffrage métallique. Après décintrement, ce coffrage est ripé sur des rails appuyés d'une part sur le bord de la tranchée
et fixé d'autre part sur la deuxième phase du mur. Chaque élément déplacé a 4 mètres de longueur. On dispose de 10 éléments qui permettent de construire simultanément un plot de 20 mètres de chaque côté de l'autoroute. Dans les sections où les murs de soutènement sont terminés et où la circulation automobile a été reportée sur les voies latérales, les terrassements commencent. Selon les cas, divers types d'engins sont utilisés. Au total, 600 000 mètres cubes de déblais sortiront du chantier. Dès que le terrassement d'une section est terminé, le fond de forme est revêtu d'une couche de grave ciment. Cette grave ciment permet, dans l'immédiat, la circulation des camions par tous les temps. Elle représente aussi une garantie pour la mise en service de l'autoroute par le fait que les couches de chaussée suivantes pourront, grâce à elle, être exécutées en toute saison. On retrouve aussi, en dehors du chantier, à la porte de Paris, les ateliers de l'entreprise, notamment celui de ferraillage. Outre le façonnage des armatures de béton armé, 100 km de câbles de précontrainte 12 fils sont sortis de cet atelier. Ces câbles ont permis la construction de 18 000 mètres carrés de tabliers de pont, de passerelles et de tranchées couvertes. Ces tabliers sont à 2 travées reposant sur les murs latéraux limitant la tranchée et sur un appui implanté dans le terre-plein central. Dans le cas des tranchées couvertes, la construction de cet appui se fait, comme pour les pieds droits, en fouilles blindées. Le tablier en béton précontraint, constitué par une dalle pleine, est coffré sur échafaudage à l'emplacement des fouilles blindées et, entre elles, sur le sol. Cette dalle est ensuite mise en précontrainte, puis, après retrait et fluage du béton, encastrée sur les pieds droits par une liaison en béton armé. L'appui central des paralumes est semblable à celui des souterrains. Mais sa fouille n'étant pas blindée, on peut apercevoir les semelles, embases, fûts, poteaux, à des stades divers de construction. À la limite des souterrains, l'appui central, construit en tranchée blindée, supporte l'échafaudage sur lequel sera coulée la partie médiane de la dalle, alors que les parties latérales le seront sur le sol. Dans le cas particulier des ponts, le tablier est construit totalement sur échafaudage. Les câbles de précontrainte sont mis en place par groupe reposant sur une série de chaises. Le tracé théorique des câbles est ainsi facilement réalisé. La plupart de ces câbles sont introduits aux extrémités de la dalle dans des plaques d'ancrage préfabriquées. D'autres sont relevés et ancrés dans les travées à la surface supérieure de la dalle. Malgré les difficultés de transport causées par la circulation automobile entre la centrale à béton et les lieux d'emploi, le bétonnage de chaque ouvrage
doit être effectué sans reprise en une dizaine d'heures. Alors que normalement le béton est mis en place directement à partir des truck mixeurs, on a dû, dans les cas d'accès difficile, utiliser la pompe à béton, le truck mixeur et la grue. Les bétons sont contrôlés dans un laboratoire situé près de la centrale. Après écrasement des éprouvettes, la mise en tension est autorisée. Elle est effectuée au moyen de vérins à pompe électrique permettant une mise en tension plus rapide. La simplification des coffrages et du ferraillage permet de réaliser un tablier dans un délai de 4 mois entre le terrassement et la mise en service. Les paralumes construits au-delà de cet ouvrage sont en béton armé coffré sur étaiement de faible hauteur. Ils sont constitués par un réseau de poutres supportant des lames minces dont l'écartement variable permettra de diminuer progressivement l'éclairement de l'autoroute. Les poutres sont coffrées en bois et les lames coulées dans des coffrages métalliques, alignés avec précision. La construction des paralumes terminée et l'étaiement enlevé, on commence le terrassement général. Il s'effectue à la lumière du jour déjà très atténuée par les paralumes. Le terrassement permettra d'atteindre la zone des tranchées couvertes pour dégager le stross sur lequel les dalles ont été coulées. C'est au pont de Soissons, ouvrage SNCF qui franchit l'avenue du président Wilson au-dessus du carrefour de cette route et de la rue du Landy, que les travaux d'aménagement de la RN1 ont été les plus longs et les plus difficiles. Le pont reposait sur 2 culées et 2 piles. L'emplacement des piles était incompatible avec la structure des tranchées couvertes. L'ouvrage devant être transformé sans interrompre ni ralentir le trafic ferroviaire, le tablier a donc été conservé. Seuls les appuis ont été modifiés. Le nouveau pont reposera dans sa partie centrale sur 3 piles fondées sur les appuis du souterrain de l'autoroute et, à ses extrémités, sur les anciennes culées. Bien qu'on ait seulement conservé la circulation automobile de la RN1, il restait peu de place réservée aux travaux. Des forages préalables ont permis de préparer le blindage nécessaire à la stabilité des piles, des culées et de la route. Les terrassements sont exécutés par puits successifs entre 2 voiles de béton armé, s'appuyant sur des profilés métalliques verticaux maintenus par des poutrelles. Le travail s'effectue à la main. Et les déblais sont repris et évacués par une pelle de gabarit approprié au travail sous l'ouvrage. Le ferraillage, le coffrage et le bétonnage ont été rendus difficiles par la présence des étais fixes, la profondeur et l'étroitesse de la fouille. Comme pour les pieds droits latéraux, une tranchée blindée protégera la construction de l'appui central. Dans des trous de 40 cm, forés tous les 2 mètres, on introduit des profilés métalliques. Ces profilés sont en 2 parties, réunies par soudure.
Ce procédé facilite la mise en place des fers sous le pont. Puis, les opérations se succèdent comme pour les pieds droits. Les appuis du souterrain de l'autoroute construit et les terres enlevées jusqu'au niveau inférieur de la dalle de couverture, les fondations anciennes du pont apparaissent. Après dégagement, leur base ne reste enterrée que de moins de 50 cm. Aussi, les travaux de construction de la dalle doivent-ils être menés très rapidement. Par prudence, le pont, sur lequel les trains continuent de passer sans aucun ralentissement, sera ausculté chaque jour pendant les 3 mois qui s'écouleront jusqu'à l'achèvement des travaux. Mais, pour permettre l'amener sous l'ouvrage des armatures et du béton nécessaires, il faut d'abord construire les dalles voisines. La dalle sous le pont sera ensuite coulée jusqu'au contact des anciens appuis qui seront provisoirement conservés pendant la construction des nouvelles piles. Chaque pile est un portique à 2 travées dont les colonnes en béton armé supportent un chevêtre en acier soudé enrobé également de béton armé. La colonne centrale est encastrée à la base, les colonnes latérales sont articulées pour permettre la dilatation du chevêtre dont la longueur totale est de 30 mètres. Ce dernier, d'un poids de 35 tonnes, est amené sur remorque circulant sur la dalle récemment coulée. Le chevêtre élevé à l'aide de vérins jusqu'au sommet des colonnes est ripé et déposé sur celle-ci. Le tablier sera ensuite placé en quelques heures de nuit sur ces nouveaux appuis. Les colonnes de fonte et leurs fondations seront démolies, la continuité de la dalle à leurs emplacements rétablie et le carrefour rendu à la circulation. Le trafic de la voie ferrée industrielle de la plaine Saint-Denis, desservant l'ensemble des usines situées à l'est de la RN1, ne pouvait être interrompu que pendant 15 jours pour la construction de l'ouvrage du franchissement de l'autoroute. Le principe de construction des appuis de ce pont est identique à celui des appuis du souterrain du pont de Soissons. C'est pour respecter les délais que le tablier est conçu en poutrelles d'acier enrobées de béton armé. Il se compose de 4 poutrelles HN 800 renforcées par des semelles supplémentaires soudées. Amené par rail, il est monté au voisinage de la voie ferrée. Puis, on le ripe à son emplacement définitif. Descendu sur ses appuis à l'aide de vérins, il sera ensuite enrobé de béton armé. Toutes ces opérations sont effectuées dans un délai total de 9 jours. 6 jours plus tard, le premier convoi passe. Cinq mois plus tard, c'est-à-dire 24 mois après le début des travaux, l'ensemble des installations de surface est achevé. Tous les parkings, les chaussées latérales, les carrefours sont en service. Les ponts et passerelles permettent désormais aux riverains d'accéder aisément aux 2 côtés de l'avenue. La vie urbaine s'en trouve améliorée. Enfin, 4 mois après l'achèvement des ouvrages de surface, la circulation sur l'autoroute du Nord entre Paris et Saint-Denis s'effectue sans cisaillement à 100 km/h. Le trafic des voies latérales est devenu un trafic local.
les encombrements disparaissent. Et pour les 15 000 riverains, c'est le début d'une vie plus calme. Pour réaliser sans difficulté apparente une transformation aussi totale, une collaboration étroite entre l'administration et l'entreprise était nécessaire. Seul un véritable esprit d'équipe a permis de réduire au minimum le délai de construction de cet ouvrage qui marque en France le début des autoroutes urbaines.